Le Tour du Polaro 2016 se déroulera du 9 au 23 août prochain, partant de la ville de Nacre pour arriver à terme sous l'arc de triomphe de Galax, la capitale polarienne. Nous verrons comment ont été calculés les résultats ainsi que les différentes équipes participantes à cet événement marquant du cyclisme mondial, mais avant, retour sur les 14 étapes qui composent ces 2 semaines de compétition. On commence avec la première étape ralliant Nacre à Alagaria. Le grand départ de cette édition 2016 se trouve donc dans la province du Cosmos, pas très loin d'ailleurs de la capitale où les coureurs termineront le tour 2 semaines plus tard. Pour cette première étape, la victoire devrait revenir à un sprinter qui devrait alors devenir le leader provisoire du classement général et qui serait donc le tout premier membre à porter le maillot doré sur le premier tour, et ce de la deuxième étape. Justement, on continue avec une étape donc totalement plate mais néanmoins importante pour le classement général. Alagaria plane, le sprinter le plus régulier remportera le maillot doré car si les rives du fleuve du Chrome n'ont presque aucun relief, la victoire à plane se jouera à l'endurance entre les différents compétiteurs. Jeudi 11 août, les coureurs partiront de Aigues-Marines dans le département de la Basse-Berge pour rejoindre la capitale provinciale du Ballac, Mono-sur-Berge. Mais contrairement au terrain plat des 2 dernières étapes, les nombreuses petites bosses et autres vallées de cette étape devraient profiter aux rouleurs et la victoire d'étape se jouera certainement à celui qui aura le mieux réussi à s'extirper du reste du peloton. Pour la 4e étape, le vent de 3/4 face venant de l'océan qui soufflera sur le peloton devrait raviser les coureurs qui voudraient empêcher un sprint massif. Après une 3e étape plutôt compliquée, les sprinters devraient à nouveau prendre la tête du classement d'étape et pourquoi même pas de celui général à leur arrivée à Verbania. Les coureurs passeront sur la Côte d'Argent entre la baie d'Ancor et le A puis au lac. Beau paysage à prévoir, même si les participants n'auront pas le temps de s'y attarder s'ils ne veulent pas perdre du temps sur leurs concurrents. Toujours d'un point de vue plus touristique, la municipalité de Verbania rendra les transports gratuits dans cette journée pour faciliter les transports dans l'agglomération, en partie pour compenser les problèmes de trafic liés au passage du Tour. La première étape spéciale sera la 5e. En effet, pour cette unique contre-la-montre de cette édition 2016, les cyclistes se verront attribuer plus de points au classement général. Les rouleurs pourront ainsi faire de gros écarts et les prétendants au classement général se devront d'être présents pour cette première grosse étape du Tour. Moment crucial à venir donc, d'autant que si le terrain est plutôt plat autour de la plus grande station balnéaire du Polaro, qu'est Verbania, le vent marin et les nombreux virages devraient donner du fil à retordre à tous les participants. Le 14 août, une véritable étape de transition attendra le peloton après les efforts fournis la veille dans le contre-la-montre. Le départ du Haro, ville qui avait déjà accueilli le Tour à de multiples reprises, devrait se faire assez rapidement, d'autant que cette étape renouera avec l'absence de relief déjà présente dans les premières étapes. Le peloton devrait arriver groupé, mais ce sont surtout les sprinters qui devraient se disputer à l'arrivée à Waltembourg. Cependant, ce sera la dernière étape plane avant 4 suivantes plus en altitude, de quoi ravir les rouleurs et autres grimpeurs. Cette 7e étape qui partira de Waltembourg ne contient qu'une seule difficulté, mais elle intervient au tout dernier moment et elle n'est pas des moindres, la terrible montée vers l'Apparat qui saturera donc un rouleur puissant ou un grimpeur. En effet, la 2e ville la plus peuplée du Polaro se trouve sur le mont l'Apparat qui, même s'il n'est pas extrêmement haut, monte d'une manière assez soudaine et exigera donc des participants de bonnes aptitudes de grimpeurs, mais aussi et surtout une très bonne endurance. La dernière étape avant la journée de repos sera celle qui comportera le plus de dénivelé ascendant. Le meilleur grimpeur du peloton lèvera les bras au sommet de la dernière ascension après 3 autres cols franchis en entrant dans la ville de Nélis. Ce sera une étape très difficile car l'accès à la station de ski est compliqué d'accès si on ne regarde que le réseau routier, donc pas autoroutier ou ferroviaire. Mais c'est également ce qui en fait l'une des 4 étapes spéciales du Tour, avec plus de points à l'arrivée pour les coureurs. C'est une des 2 seules chances pour les grimpeurs de creuser l'écart sur leurs concurrents, car les étapes de montagne sont plutôt rares sur le Tour du Polaro, pays lui-même très plat il faut dire. Après l'étape 8, qui aura été probablement l'une des plus difficiles du Tour à cause du relief, les coureurs pourront se reposer dans cette même ville de Nélis avant de reprendre un bus jusqu'à Jo, ville de taille moyenne du bord du lac Sauer pour reprendre l'étape 9.
L'étape 9 donc, qui reliera Jo à Terouanne en passant une bonne partie du parcours à suivre les côtes du lac Sauer, composées notamment de falaises et de vallées. Ce sera donc à nouveau une étape qui devrait plutôt favoriser les rouleurs, même si le repos de la veille permettra même à un sprinter ou un grimpeur de créer la surprise à l'arrivée. Le 19 août prochain se verra se dérouler la dernière étape de montagne avec le très long Terouanne-Kissika. Avant-dernière étape spéciale du Tour, sa longueur et les différents reliefs qu'elle traversera font que sa difficulté est probablement au même niveau que l'étape 8 entre Canizo et Nélis. Cependant, contrairement à cette autre super étape, pas de haute montagne mais plutôt un enchaînement de petits monts avec donc un dénivelé moyen. Étape très longue, la fin du parcours aura néanmoins l'avantage d'être une pente descendante pour sortir du massif montagneux et ainsi redescendre dans les plaines de Prampagna dans lesquelles se trouve notamment Kirsika. Grosse étape en prévision donc décisive pour les grimpeurs au classement général car ce sera la dernière fois ils auront autant de chances de briller dans une étape avant de retourner au plat pour les 4 dernières journées du Tour. Le lendemain, étape beaucoup plus courte avec un Amolezo Serazia qui marquera le retour au plat dans le Tour. Pas de difficulté majeure pour cette étape qui devrait voir un retour au sprinter au classement général après 4 étapes plutôt compliquées pour les coureurs de ce type. L'arrivée dans la capitale provinciale de la Prampagna devrait donc se jouer au sprint dans les derniers kilomètres. L'étape 12 sera dans un style plutôt différent par rapport à la précédente et sera également un peu plus longue. L'arrivée à Futimur risque de désavantager les sprinters au bénéfice des rouleurs car la plus grande ville du Sunparade se niche entre plusieurs collines. De plus, une grande partie de l'étape se passera dans les vallées très viticoles de la province après le passage de Brinjebaer, une ville seulement traversée par le Tour. Vigilance donc, car le risque de chute sera également un peu plus élevé que la normale, notamment à cause des quelques routes pavées par lesquelles passeront le peloton. L'arrivée se fera dans un très beau cadre d'ailleurs, puisque les coureurs arriveront devant le château lavicien, emblématique de la ville, avec pour ce faire une place de la Liberté, celle de la colonne juste en face de l'édifice, complètement piétonnisée. Si vous êtes de passage d'ailleurs, vous pourrez en profiter pour en faire un petit tour dans la ville, puisque même si l'arrivée sera aux alentours de 16h, les principaux musées et sites touristiques resteront exceptionnellement ouverts toute la nuit. Mais pas le temps de souffler alors que la fin du Tour commence à se faire sentir. Avant-dernière étape, Futi-Munater, qui marquera également définitivement cette fois la fin des reliefs avec une altitude qui ne variera plus énormément d'ici jusqu'à l'arrivée finale. Là encore, la victoire finale devrait revenir à un sprinter, même si les rouleurs ont également leur carte à jouer dans cette 13e étape du Tour. Et enfin, 14e et dernière étape du Tour du Polaro 2016, après près de 2 semaines de compétition acharnée. Étape la plus courte du Tour, le départ de la petite ville bucolique au bord du lac Sauer à l'arrivée sur le gros boulevard du Cosmos au pied de l'Arc de Triomphe. Cette étape sera la dernière occasion pour les sprinters de briller et de remporter un maximum de points sur cette dernière journée spéciale pour remonter ou consolider sa place au classement général du Tour qui se terminera donc le 23 août prochain. Pour revenir plus précisément au tracé, le peloton arrivera dans la capitale polarienne par la ville de Valmy, se trouvant à l'est de la capitale. Après être passé dans le centre économique de la ville, puis devant le parc olympique, car je vous le rappelle que Galax avait été candidate pour l'attribution des Jeux Olympiques de 2016, qui se seront finalement déroulés à Tête cet été. Les coureurs arriveront donc finalement dans la capitale face à la place de la Boussole et au Palais Rimé, siège de l'UP le temps des travaux de Globascapolis au Sunrise. Puis le peloton redescendra au sud de Galax jusqu'au quartier Lagosien et médiatique, puis à l'université Palais-Stergue. Après un passage dans le quartier Rothenberg, les coureurs passeront autour de l'Arc de Triomphe, mais ils devront remonter toute l'avenue du Cosmos jusqu'à la place de la République, pour ensuite redescendre l'avenue et enfin terminer l'ultime étape du Tour du Polaro. Ça sera donc le plus rapide et le plus motivé qui remportera l'épreuve, un sprinter expérimenté en quelque sorte. C'est donc à l'issue de cette étape que nous connaîtrons le nom du vainqueur du Tour du Polaro 2016, cycliste avec le plus de points au classement général et qui sera donc le maillot doré de cette année. L'équipe
qui aura remporté le plus de points remportera, elle, le maillot vermeil, même s'il est très probable que ce soit l'équipe du maillot doré qui bénéficie de cette autre récompense. Résultat donc le 23 août prochain. Mais justement, en parlant des récompenses, nous allons revenir sur les 8 équipes qui participent à ce tour édition 2016. Cette année, 8 équipes participent au Tour du Polaro, ce qui était le nombre maximal imposé par les organisateurs. On y retrouve ainsi par ordre d'inscription le Polaro, l'Australia, l'Empire Carnaquien, le Sunrise, les États-Unis encore, la France, le Brocélia et le Lagos. Une représentation donc surtout philicienne, d'autant que 5 pays sur 6 philiciens font partie de l'Union philicienne, avec donc 75% d'équipes d'origine philicienne pour cette édition. L'Eldelsil et la Volcania n'ont aucune équipe pour les représenter, l'Orinéa et le Lagos, et enfin l'Océania voit elle l'Empire Carnaquien participer à l'événement. Chaque équipe devait choisir une spécialisation pour cette édition 2016. Ainsi, 3 équipes se sont plutôt tournées vers la montagne avec un ensemble d'un rouleur, d'un grimpeur ainsi que d'un grimpeur plus qui a donc de meilleures statistiques qu'un grimpeur normal. 2 pays ont des équipes dites complètes et donc plutôt équilibrées avec un rouleur, un sprinter et un grimpeur. Le Polaro et la France ont, elles, choisi des équipes majoritairement portées sur le sprint, avec un rouleur et 2 grimpeurs, dont un plus performant que l'autre, dit Sprinter Plus. Enfin, l'Empire Carnaquien a choisi de prendre une équipe C2E pour classique étape échappée, composée de 3 rouleurs, dont un plus. Chaque équipe a bénéficié de bonus de spécialisation où un rouleur de l'équipe C2E aura de meilleures statistiques qu'un rouleur d'une équipe sprint par exemple. En choisissant de se concentrer sur un type de cycliste et donc sur un type d'épreuve en particulier, l'équipe a de meilleures statistiques dans ces domaines, la seule exception étant pour les équipes complètes qui ont des statistiques assez homogènes partout et qui ne reçoivent donc pas de bonus de spécialisation, car contrairement aux autres, ces équipes peuvent remporter tout type d'épreuves alors que les autres se concentrent sur certaines en particulier. Justement, vous devez être nombreux à vous demander comment étaient calculés les résultats de ce Tour du Polaro. Explication. Les pays ont pu s'inscrire grâce à un questionnaire en ligne où ils devaient notamment choisir leur type d'équipe dont nous avons déjà parlé précédemment. Ce type d'équipe a permis de déterminer le type de cyclisme qu'allait avoir chaque pays, ainsi que leurs statistiques, car chaque équipe de coureurs a des statistiques qui lui sont propres, réparties sur les 5 types d'étapes du Tour du Polaro. Plat 1 pour les étapes extrêmement plates, plat 2 pour celles vallonnées, haute montagne, dénivelé moyen et contre-la-montre. Cette répartition fait que, par exemple, un grimpeur sera très efficace en haute montagne, contrairement aux sprinters, et inversement pour les étapes de type plat 1, où les sprinters ont beaucoup plus de chances de réussir face aux grimpeurs. Comme expliqué précédemment, les cyclistes plus ont de meilleures statistiques que leurs homologues cyclistes tout court. De même pour les bonus de spécialisation dont nous avons également pu parler avant. Cependant, pour rester le plus crédible et le plus réaliste possible, il fallait ajouter une autre variable pour justement ajouter ce côté imprévisible des performances des coureurs qui ne sont presque jamais égales. Pour ce faire, un nombre au hasard a été ajouté au coefficient, et ce calculé de manière automatique et aléatoire par Google Drive, l'outil sur lequel je me suis basé pour faire les résultats. Ces résultats donc qui ont ensuite été pris là encore au hasard, puis figés dans une série de captures d'écran et qui pourront d'ailleurs être publiées une fois le tour fini, car elles contiennent véritablement tous les résultats. C'est la fin de cette édition, à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec des résultats cette fois. En attendant, suivez le Tour du Polaro sur Squirrel avec le compte officiel @Tour du Polaro ainsi qu'avec le hashtag TDP 2016.